Partie 2, nous revoilà, c'est reparti. Fait que suite. Je vais faire un petit peu du pont sur l'idée que tu disais là, de faire sienne la pratique. C'est un bateau. Tu me diras si je me trompe, là, mais c'est un peu ça qui permet de rendre l'art vivant, justement, puis que ça soit pas stagnant. C'est tout en gardant les principes de base, mais ça évolue puis ça garde la chose vivante. Est-ce que je me trompe? Absolument, mais je pense que si dans ta démarche de pratique, je dis pas au début, là, quand tu commences, puis je dis pas après quelques années, parce que la pratique, ça prend plusieurs années à rentrer. Il y a des gens qui catchent plus vite que d'autres, il y a des gens qui catchent moins vite. Mais tu sais, c'est un jeu de quelques années, hein, la pratique, surtout en Kung Fu, en Tai Chi, c'est comme un bon vin, hein, ça prend pas 1, 2, 3 mois. Là. Ça prend une couple d'années. Il faut que le jus de raisin mature, puis qu'il prenne ses tanins et ses saveurs. Il faut qu'il soit mis dans le bon fût en chêne, c'est ça qu'on dit? Oui. Ouais, dans le bon tonneau, pour qu'il prenne la bonne saveur. Il faut qu'il y ait le bon terreau avec les bons minéraux, le bon climat pour bien pousser, etc. Mais ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'on a appris à parler le langage, une fois qu'on a appris à jouer les partitions, que dans notre système c'est différentes formes, différents travaux codifiés, faut comprendre, c'est comme un peu des recettes, donc il faut savoir pourquoi on met une pincée de sel, pourquoi on met une pincée de poivre, pourquoi on n'en met pas deux. On va rechercher le umami de la pratique avec un équilibre des saveurs dans le geste, dans le mouvement, dans la fonction du mouvement. Puis quand on découvre ça, on va chercher une certaine harmonie qu'on est capable d'appliquer ou d'exprimer différemment. Puis il faut s'approprier ça. Ça ne veut pas dire que les principes vont changer, mais ils vont se manifester, ils vont peut-être apparaître un peu différemment. De la musique, ça reste de la musique, que ce soit du jazz, que ce soit du classique, que ce soit du rock and roll. Ça va rester de la musique, puis à l'intérieur même d'une même famille de musique, l'expression va changer. Il va y avoir différentes expressions. Donc les règles, je pourrais dire, sont jamais fixes. Les frontières sont élastiques, elles se parlent, elles se nourrissent mutuellement les unes des autres. Comme j'utilise souvent l'exemple d'Apocalyptica, qui est un groupe de musique qui joue les tunes de Metallica avec un violoncelle électronique. Ça donne un résultat, mon Dieu, qui est totalement différent, mais on reconnaît que c'est du Metallica quand même. Donc il y a cette umami justement dans cette saveur-là, mais s'il n'y avait pas pu un peu dévier de la pratique pour exprimer les principes du Metallica différemment, ben Apocalyptica serait jamais né, n'aurait jamais existé, ils n'auraient jamais développé leur identité propre. C'est un peu la même chose avec la pratique martiale. Puis d'ailleurs, tu sais, souvent les gens me parlent d'un style traditionnel. C'est quoi un style traditionnel? Puis pour moi, c'est ça un véritable style traditionnel. Un professeur qui enseignait toujours la même affaire à l'élève A, B, C, qui n'avait pas les mêmes physionomies. Pour moi, c'est pas ça la vraie tradition. Tu sais, c'est vraiment si on a un élève A qui est petit et rapide, on a un élève B qui est grand et on a un élève C qui est très costaud, mais lent. Les tactiques, le langage, ça va être le même langage, mais il va s'exprimer différemment. Puis il va s'exprimer à travers vraiment les caractéristiques physiques ou les avantages naturels de l'élève. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis aussi, à terme, un professeur souvent disait, bon, ben là, t'as pas mal appris tout ce que je pouvais t'apprendre pour l'instant. Change de village, puis va apprendre d'un tel. Puis là, il allait, puis il partait à l'aventure, puis là, après ça, un tel disait, va voir un autre, tac, pour compléter la pratique, puis aller voir, un des jobs de l'enseignant, c'est de voir un peu des trous qu'un élève
lui d'aller recommander des pratiques qui vont être à même de boucher ou remplir ces trous-là. Puis c'est comme quand on fait du traitement, comme par exemple, moi je suis massothérapeute. Si je masse quelqu'un, mais je vois qu'il y a une blessure au coude, puis c'est pas quelque chose que la massothérapie peut soigner, je vais le recommander à un bon physiothérapeute. Puis nos pratiques viennent se compléter, ils viennent pas nécessairement se faire concurrence, ils viennent se compléter, puis c'est ce qui fait la marque, selon moi, aussi d'un bon thérapeute ou d'un bon coach, d'être capable de recommander aux bonnes personnes. J'ai la gorge qui me chatouille. D'aller développer ça. Puis qu'est-ce qui va rendre vivant? Ben, c'est justement quand la structure est corrigée, quand le mouvement est compris, quand les principes du mouvement sont appris. Ben là, l'élève peut commencer à s'approprier, à réfléchir sa pratique, éviter de devenir une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on est juste une copie, on va devenir... si notre prof est à 120%, puis on perd 40%, ça va être 80% de la capacité de notre professeur. Après ça, si on perd d'une autre transmission, on perd un autre 10%. D'autres transmissions, on perd un autre 15%. Fait que chaque copie, tu sais, en thermodynamique, avec le principe d'entropie, d'une copie, d'une copie, d'une copie à une copie. La même chose avec l'ADN. À chaque fois que l'ADN se reproduit, il y a des erreurs de codage. Un peu ça qui fait qu'on vieillit. Ben, c'est la même chose avec la transmission. Donc, pour aller court-circuiter ça, il faut absolument s'approprier son art, le réfléchir, le travailler pour que ça soit quelque chose qui soit nous, qui nous appartienne. Puis ça, je pense que c'est la seule manière possible pour faire vivre son art. Ouais. C'est clair? Oui, c'est tout à fait clair. Tout à fait. T'es pas rendu là tout de suite? Non, pas tout de suite. Une feuille de papier à la fois. Une feuille de papier à la fois, mais c'est ça. Comme ça que ça marche. En tout cas, chez nous, moi, c'est ma méthode d'enseigner. Puis c'est sûr qu'après un certain temps, si vous avez besoin d'aller boucher vos trous, je vais vous dire, ben, allez faire du jiu-jitsu brésilien chez un tel, allez faire de la méditation avec un tel, allez faire de la boxe avec un tel. Que ça soit pour un certain temps, que ça soit pour tout le temps, c'est important pour développer vos propres dents, votre propre savoir-faire. Puis je pense que c'est à ce moment-là où on peut dire qu'on devient un pratiquant d'arts martiaux. Et non plus juste un élève. On devient un pratiquant on est pratiquant à ce moment-là. Ouais. Je vais faire du pont un peu sur justement ta façon d'enseigner. C'est quoi les caractéristiques justement de ton enseignement qui t'est propre dans ton école? Qu'est-ce qui différencie l'enseignement d'Alchimie Vitale d'une autre école quelconque, par exemple? Il y a comme, c'est une question, mais il y a comme plusieurs sous-questions que je détecte. J'essaie d'y répondre au mieux. Je pense que je vais parler en plus général de mon enseignement sans faire de comparaison nécessairement avec d'autres écoles, parce que l'enseignement, ça appartient à chaque professeur d'école. Mais c'est plus dans cette nature-là que je posais la question. Ouais. Toi, c'est ta façon. Comment toi t'aimes transmettre ton art, ta manière d'enseigner? Ben, je vais commencer avec les qualités. Je te dirais que ça prend un petit peu pour comme qu'est-ce que ça prend selon moi être quand on est pratiquant puis on pratique, puis à un moment donné on peut passer d'élève à pratiquant, puis de pratiquant à professeur, enseignant, coach. Moi, c'est drôle un peu parce que dans mon historique de pratique, quand je suis revenu de Chine, je suis passé je suis né pratiquant suite à mon retour de voyage en Chine, mais je suis né enseignant à ce moment-là aussi. Avant ça, j'étais élève, vraiment. Fait que moi, les deux ont comme un peu coïncidé. Puis, je suis encore et toujours élève. Tu sais, en fin de semaine, j'ai appris. Je reviens du Portugal récemment avec les
les frères ukrainiens, les frères de l'ombre, on les appelle, ces deux jumeaux qui passent leur vie à pratiquer notre art, notre système, qui sont hyper calés là-dedans. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de marches à gravir. Fait que, tu sais, je te dirais deux qualités nécessaires que ça prend, c'est de la curiosité et intérêt continu. Je dirais qu'on arrête d'évoluer quand on perd un peu sa curiosité enfantine. Moi, à chaque fois que je vois un prof en arts martiaux démontrer quelque chose, je suis comme un petit enfant, je suis là, oh wow, c'est donc bien hot, c'est de la magie ça, tu sais. C'est parce que c'est cool, c'est cool. La pratique, t'apprends toujours quelque chose de nouveau. Ça fait plus de 20 ans que je pratique, puis j'apprends encore des nouvelles affaires, c'est fantastique. Puis je me rends compte que des fois, des affaires sur lesquelles j'avais des préjugés totalement infondés, ça fait comme... tu sais, avant, j'étais un style plus traditionnel, puis... souvent, il y a beaucoup d'artistes martiaux, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ils disent moi je fais pas de la danse, je fais des arts martiaux traditionnels vraiment destinés juste au combat puis au pugilistique puis à se débarrasser de l'adversaire le plus rapidement possible. Puis, j'ai été longtemps là-dedans. Puis à un moment donné, mon prof il dit Tai Chi is dance. Okay, mon prof est anglais, ben pas anglais, mais il s'exprime en anglais parce que c'est un langage international. Donc le tai chi, c'est de la danse. Puis il y a bien des gens qui vont avoir le poil là, qui leur lève sur les pieds. Mais oui, il y a un aspect de danse, il y a un aspect de tempo, de respect du rythme, de posture du corps. Si tu le fais avec une musique, tu vas transformer ton mouvement, ça va prendre une autre vie. Je me suis dit, ouais, il y a un aspect danse là-dedans. Puis depuis que mon esprit est plus fermé à ça, mon Dieu, j'ai découvert 1 million d'affaires. J'ai travaillé avec des danseurs, puis c'est des athlètes formidables, très structurés, très forts. Puis je me dis, c'est péjoratif, un petit péché, genre dire que ton art martial, c'est pas de la danse en disant que de la danse, ça serait quelque chose de moins efficace, tu sais. Puis tu sais, Mohamed Ali, là, c'est un bon danseur. Bruce Lee, il faisait du tango. Il avait le sens du rythme. Hein? Puis ça, un bon boxeur, il va vous dire avoir le sens du rythme, c'est important pour le combat. Fait que oui, il y a une transférence, là. C'est pas juste pour la beauté du geste. Ça sert, hein? Si le point arrive puis t'as pas le tempo pour te déplacer à temps, ben t'as le nez en sang. That's it. Ouais, donc ça serait que ça. Fait que curiosité et intérêt, première qualité. Je dirais que c'est tu sais, que ça soit de la curiosité juste à l'intérieur d'un même système, une curiosité à l'intérieur d'un autre système, puis une curiosité qui va butiner un petit peu à gauche, à droite. C'est un bon signe. Donc, si votre enseignant il y a de la curiosité puis de l'intérêt pour la pratique, puis tu sais, je vais dire quelque chose de plate. Tu sais, oui, l'aspect business est essentiel si on veut faire vivre l'école, si on veut faire vivre le groupe. Ça prend un peu de sang, un peu d'argent pour animer la chose. Mais ça prend surtout, pour être un bon enseignant, la curiosité puis l'intérêt. Je me répète, mais souvent quand on répète quelque chose, parce que c'est important. Commence à me connaître. Deuxième qualité, je te dirais beaucoup d'humilité. En chinois, on dit vider sa tasse de thé. Dans le monde des arts martiaux, la valeur d'humilité puis de respect est là, souvent affichée sur un mur, mais pas souvent existante. Okay. Ou manifestée à travers des pratiquants, souvent les grades, les trophées, les combats gagnés viennent éroder l'humilité, ou sinon c'est une humilité de parade ou de parure pour bien paraître socialement. C'est pas une humilité incarnée, donc recherchez une humilité qui est incarnée. C'est important. Tu sais, votre prof, votre sifu, votre coach, votre Manitou, votre gourou,
votre pape, c'est un être humain. Il est humain. Il est incarné dans la chair. Avec ses faiblesses, avec ses incohérences, avec ses trous de connaissances, avec ses belles qualités, avec... Mais ça reste un être humain, là. Je suis pas un défaut. Hein? Je suis un être humain bien ordinaire. Ouais. Puis souvent, il y a comme un aura d'autorité qui se forme avec un prof. Je pense qu'il y a une structure de cours à avoir aussi. Tu sais, quand le prof enseigne quelque chose, c'est important de vider sa coupe de thé, d'écouter, faire les choses qu'il dit. Pas nécessairement de travailler à y faire perdre la face. Souvent, si on travaille dans des contextes de laboratoire qui sont souvent sous des conditions un peu parfaites, hein, dans une situation d'autodéfense ou dans une situation de logistique, ça se passe jamais de même. On travaille des principes, on travaille des idées. Puis après ça, on les applique dans un contexte de moins en moins ordonné ou de moins en moins coordonné ou de plus en plus sous stress. Puis être capable de ressortir les principes de l'art alors qu'on est sous pression, sous compression, sous le stress de réellement se faire mal. C'est là qu'on maîtrise la pratique. Mais pour arriver là, ça prend une certaine forme d'humilité. Puis comme par exemple un élève qui progresse, à un moment donné, il va devoir aider les élèves qui sont moins progressés. Puis si toi, dans ta tête, tu te dis que tu es trop haut pour pratiquer avec des gens qui viennent juste d'arriver, puis que tu veux juste progresser avec des gens de ton niveau pour progresser plus rapidement dans l'art, selon moi, tu fais défaut d'humilité. Parce que l'humilité, ça va avec la générosité. Il y a un concept japonais, c'est le randori. C'est Daniel d'une autre école que j'apprécie beaucoup, d'Autodéfense Québec, qui est dans la même ville que moi. Il parlait du randori. C'est-à-dire, c'est de se mettre au niveau de la personne avec qui on pratique pour lui permettre de progresser et peut-être même nous aussi d'apprendre. Parce que des fois, nous sortent des choses, des mouvements bizarres auxquels on n'aurait jamais pensé. Tu sais, un professeur qui travaille avec quelqu'un qui n'a jamais fait d'arts martiaux, la personne bouge tellement de n'importe comment que des fois, c'est entre guillemets, plus dangereux ou plus instable comme travail pour démontrer des choses, des principes. Des fois, on a une petite leçon, hein, parce qu'une des principales raisons pourquoi moi je suis enseignant, c'est parce que j'apprends beaucoup de mes élèves. Mes élèves apprennent de moi, mais moi j'apprends beaucoup d'eux aussi, tant sur le plan humain que sur le plan physique et martial. Ça, c'est super intéressant. Donc, on a récapitulation, on a curiosité, intérêt, humilité. Je dirais une autre qualité, c'est la patience. Une patience, je dirais, infinie. Chaque élève est un peu un casse-tête, puis des fois, après 20 fois, ça se peut que l'élève ne comprenne toujours pas. Après 500 fois, ça se peut qu'il ne comprenne toujours pas. Des fois, c'est même pas avec toi qui va comprendre. Tu vas voir ton élève, genre, il est parti, tu ne l'as pas vu pendant 2 ans, il est allé voir un autre professeur. Une des raisons pourquoi des fois c'est important qu'il aille voir quelqu'un d'autre, qui botte les fesses, va voir quelqu'un d'autre. Puis il a compris ce que tu essayais de lui expliquer. Là, t'es là, tabarnak. Excusez le sac, là. Mais t'es content pour ton élève parce qu'il a compris, peu importe la façon dont on s'en passait, il a compris. Des fois, il pense à venir te revoir et te remercier. Puis, tu sais, moi, j'ai des principes de Stone Lion, ma première école, que j'ai compris à travers ma pratique actuelle. Puis, ça fait des années que je pratique plus ça. Parce qu'il y a un mouvement particulier qui est très similaire dans le système. Puis, OK, ça sert à ça. Ou on va dans un séminaire, il y a une application qui est montrée, il y a le même mouvement dans notre forme. J'aurais jamais pensé que cette frappe-là, ça peut se transformer en lutte ou en saisie. Puis là, wow! Tu sais. Donc, des fois, il y a des déclenchements. Puis, tu sais, patience, c'est pas juste du professeur envers l'élève, c'est patience du professeur envers le professeur, puis de l'élève envers l'élève. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, soyez patient envers vous. On est tous dans une philosophie du tout cuit dans le bec tout de suite. Là, maintenant, je connais le Kung Fu pour citer la matrice, ou j'ai vu 2 vidéos YouTube, puis ça y est, là, j'ai pas besoin de me bouger les fesses. Hein, non, ça marche pas de même. Je veux dire, ça fonctionne pas comme ça. Puis,
C'est ça. Parce que, tu sais, on est dans une relation d'humain à humain. Apprendre à faire confiance à quelqu'un, ça prend de la patience, ça prend du temps. Ça prend des transformations intérieures. Tu sais, je donne une petite anecdote. En Chine, en 2012, tu connais le premier point de Wudang, hein, tu l'as appris. Ben, pendant les 2 premières semaines de pratique, j'avais 3 mois. Là, pendant les 2 premières semaines de pratique, j'ai juste fait ça avec un autre exercice. Puis on me l'a montré, chaque exercice, c'était 2 exercices, plus les échauffements là, classiques. On m'a montré ça 3 ou 4 fois chaque. Now practice. Puis après 2 semaines d'entraînement, on m'a permis de rejoindre le groupe de pratique. Sinon, j'étais tout seul dans mon coin. Je venais de voyager au-dessus de 24 heures. J'étais fatigué, mort. Là. La pratique, puis j'avais personne qui venait me voir. Jamais. Tu sais, là, en intérieur, là, ça venait travailler des affaires. Excusez, là, parce que vous voyez, ça m'a fait vivre une émotion. Mon corps, mes cellules s'en rappellent. Après 2 semaines, OK, viens temps maintenant, tu vas être capable de suivre avec nous. Puis, tu sais, donc j'avais, entre guillemets, passé les portes du temple un petit peu. Tu sais, j'étais rendu dans la gang. On peut y aller. Donc, tu sais, la patience, ça s'accompagne d'une certaine forme de confiance. Parce que si on n'a pas la confiance qu'on va réussir à s'améliorer ou à se transformer, on n'aura pas la patience pour faire les gestes. Puis parfois, tu sais, il y a des gestes qui sont un peu bizarres, hein, comme j'ai dit tantôt, on n'est pas habitué de faire dans la pratique. Ça prend un certain temps. Donc, il faut se faire confiance, puis il faut être patient avec soi-même. Je te dirais, c'est ça. Les 3, ça fait un peu plus que 3. Hein? Curiosité, intérêt, humilité, patience, confiance. Ouais, pas mal ça. Sinon, on pourrait rajouter les autres valeurs de la pratique martiale comme la volonté. Hein. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur autoroute 20 en direction de Rimouski. Merci, Google. Donc, ça prend ça, la volonté. Tu sais, mon prof, il racontait qu'il y a 3 volontés. La volonté d'entreprendre quelque chose, la volonté de faire la distance, puis la volonté d'incarner ce qu'on entreprend. Puis on peut voir juste à travers ces trois volontés-là qu'il y a différentes couches. Si on n'a pas la... Ouais, mélange-toi pas. Non, pas ici. Au rond-point, prendre autoroute 20. Désolé. Continuez sur l'autoroute 20 ouest pendant 45 km. On devrait pas être trop dérangé. Des fois, elle a tendance à nous le rappeler qu'on est sur l'autoroute 20. Elle aime bien ça. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que si on rajoute la volonté, les 3 volontés dans ce qu'on entreprend, souvent les gens vont se rendre à la 2e. Ils vont faire la distance. Mais pendant qu'on fait la distance, il faut garder l'intérêt. Puis c'est là qu'on devient à être pratiquant, d'incarner notre pratique, puis d'être notre pratique. Ouais. On a une minute pause.